l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de votre fidélité. Voici les principaux titres de ce journal. Ouverture ce samedi au Burkina Faso des travaux sur la charte de transition. Une semaine après la démission de l'ex-président Blaise Compaoré, la charte est censée fixer les grandes orientations de la transition en cours dans le pays. Fin à Bamako du séminaire sur le rôle des médias dans le processus de paix au Mali. Experts et professionnels des médias ont débattu des concepts en lien avec le vocabulaire de la paix. Et santé, des progrès dans la lutte contre le virus Ebola, l'annonce est de l'Organisation mondiale de la santé qui fait état d'avancées dans les pays les plus touchés. Voilà pour le sommaire, c'est une étape clé du processus de transition qui s'est ouverte ce samedi au Burkina Faso, une semaine après la démission de l'ex-président Blaise Compaoré. Acteurs de la société civile et forces politiques sont autour d'une table pour fixer les grandes orientations de la transition. Et c'est dans ce contexte que la sous-secrétaire d'État américaine que vous voyez sur ces images, aux côtés des militaires au pouvoir en ce moment, est arrivée à Ouagadougou pour sûrement porter les exigences de Washington. Autre titre de ce journal, fin ce vendredi à Bamako, au Mali, dans du séminaire sur les processus, sur les médias et le processus de paix organisé par la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, MISAHEL et l'Organisation internationale de la francophonie. La rencontre a pour but la création d'un guide de vocabulaire de la paix pour les journalistes. Reportage Abdoulaye Maïga, Cheikh Tidiane Koulibaly, commentaire Albertine Dotsi. Les journalistes au service du vivre ensemble est désormais le slogan de ce guide de vocabulaire de la paix issu de ce séminaire sur médias et processus de paix au Mali. Pour les initiateurs, il s'agit de maintenir un instrument important qui joue un rôle fondamental non seulement pour les hommes de médias, mais aussi pour le grand public. L'objectif principal de ce séminaire était de dire nous sommes en train, nous médias, et particulièrement les médias maliens, de couvrir une matière, on l'a dit hier, qui est une matière nouvelle, complexe, mouvante et qui ne se laisse pas appréhender par le premier venu. Ce n'est pas nouveau parce que nous l'avons, vous vous souvenez, nous avons déjà eu cette collaboration entre la MISAHEL et l'OIF à l'occasion de l'élection présidentielle. Une occasion saisie par le ministre malien de la Réconciliation et du Développement des régions du Nord qui a exhorté les médias à accompagner ce processus. Je suis certain que la réflexion que vous avez menée aidera à améliorer non seulement la qualité et la couverture appropriée du processus de paix, mais vous permettra aussi de vous l'approprier. L'appui de nos partenaires à cette nouvelle dynamique que le gouvernement compte insuffler à ce dialogue est en train de prendre forme progressivement grâce à l'engagement de tous. Les participants à cette rencontre entendent désormais cultiver ce vivre ensemble à travers, entre autres, la sensibilisation, la formation, mais aussi la participation à la création et à l'animation d'espaces de rencontres et d'échanges. La coopération entre le Mali et l'Inde se renforce dans le domaine de l'exploitation minière. La société Maifa Mining Corporation vient d'installer une usine de traitement des minerais d'or à Kokoyo, à une quarantaine de kilomètres de Kangaba, un projet salué par les populations qui y voient un outil leur permettant de développer leur localité. Voyons tout cela avec Evelyne Florian. C'est ici, au village de Kokoyo, une zone d'orpaillage par excellence, que la société indienne Maifa Mining Corporation a décidé d'implanter son unité de traitement de minerais d'or. Un projet qui suscite beaucoup d'espoir au sein de la population. Nous, population de Louga, sommes encore une fois de plus comblés et ravis pour avoir vu réaliser dans notre commune 2 infrastructures d'une importance économique capitale en moins de 2 mois et demi.
Les responsables de Maifa Mining Corporation se félicitent non seulement de l'entente entre les communautés, mais surtout de l'apport de cette unité dans le développement de la localité. Jason Kwan, qui est le directeur de Landmark Investment, qui est la société d'investissement de Maifa Mining et de Global Fuel Distribution. Aujourd'hui, M. Jason Kwan s'adresse à vous en tant que représentant des investisseurs. Pour moi, nous continuons avec les choses qui nous font. Si nous avons les supports, nous pas avec les supports, ça c'est pas important pour moi. Je représente tout mon partenaire. Oui, toutes les personnes disent Anil. Vraiment, c'est pas juste moi. C'est tout mon directeur, c'est tout mon travailleur, c'est tout mon ami. C'est pas juste moi. Nous travaillons ensemble. C'est pas moi qui fais toutes les choses ici. C'est tout mon société ensemble et tous mes amis qui aident moi. La compagnie envisage de transformer à l'avenir cette petite unité en une véritable industrie minière. Mais en attendant, Maifa Mining Corporation travaille à la cohésion et à la stabilité sociale avec les communautés. L'entreprise, qui a déjà construit un pont d'un montant de 40 millions de francs CFA, envisage la construction pour la prochaine rentrée des salles de classe et un centre de santé pour le bonheur des populations. La lutte contre le virus Ebola exige l'implication de tous. C'est le message du syndicat des médecins du Mali qui dénonce l'absence de ses militants dans les structures de prise de décision. Le CIMEMA également fait état de la situation des médecins ainsi que les spécialisations. Reportage Yacouba Dansoko, Cheikh Tidiane Koulibaly. Cette conférence de presse du syndicat des médecins du Mali s'est articulée en 3 parties. Les responsables ont fait d'abord l'état de leur syndicat de sa création à nos jours. Le deuxième point a concerné le virus Ebola, qui est une infection extrêmement dangereuse et très contagieuse. La lutte contre ce virus demande l'implication de tous, la population, les praticiens et les décideurs. Malheureusement, tel n'est pas le cas au Mali selon le syndicat des médecins. Nous pensons en tant qu'organisation syndicale aujourd'hui, ça sera vraiment une grosse erreur de penser qu'on peut arriver à bout à cette épidémie sans pour autant, cette menace épidémie disons, sans pour autant alors impliquer les organisations syndicales là-dedans. Et jusqu'à preuve du contraire, tel n'est pas le cas et nous déplorons cela. Le troisième et dernier point de cette conférence de presse a porté sur la situation des médecins en spécialisation. Depuis un certain temps, la spécialisation médicale au Mali se trouve bloquée. Et c'est regrettable. Si nous ne faisons pas attention, cette pénurie de spécialistes qui a guetté le Mali pendant des années, nous risquerons de tomber dessus dans dedans encore. Pour l'unique et la simple raison que depuis 2 ans, rien ne se fait dans ce cadre. Certainement parce que certaines personnes ne veulent pas que ça se fasse. Je ne sais pas. Pour trouver des solutions à ces problèmes, le syndicat des médecins du Mali compte organiser dans les mois à venir un congrès ordinaire à l'issue duquel des doléances seront élaborées et remis au ministre en charge de la Santé. Heureusement, des progrès dans la lutte contre le virus Ebola ont été enregistrés. L'OMS fait état d'avancées dans les pays les plus touchés par la maladie, la Guinée, la Sierra Leone ou encore le Libéria. En Afrique de l'Ouest, l'épidémie a déjà fait près de 5000 morts et les soignants sont en première ligne. 7 mois après l'apparition du virus, l'épidémie fait chaque jour de nouvelles victimes. Parmi elles, Eric Tamba, 36 ans. Sa famille a accepté de nous recevoir. Voilà, ça c'est l'université où il a fait ses études. La Methodist United University à Ganta, au Libéria. Eric était infirmier dans les hôpitaux publics. Ah tiens, ça c'est son certificat de fin d'études. Oui, c'est son diplôme. Notre équipe l'avait rencontré lors d'un premier voyage. Oliver nous demande de visionner l'interview. Vous pouvez essayer de m'expliquer en quoi consiste votre travail ici ? Pour être honnête, je n'ai jamais été en enfer. Mais d'après ce que je vois ici, ça y ressemble. Il y a beaucoup de pression.
Il faut porter des gants et une combinaison assez épaisse. La situation est vraiment compliquée. Ce qui me fait rester ici, c'est le sens du sacrifice, car si ça ne tenait qu'à l'argent, je serais déjà parti. Ce n'est pas pour l'argent. J'ai choisi d'être infirmier pour aider les gens dans les moments difficiles. C'est triste de savoir qu'ils n'étaient pas prêts pour cette bataille. Ils n'étaient pas prêts et ils n'avaient pas été formés. Nous devrions tout faire pour qu'ils soient honorés un jour. Comme ça, nous pourrons les garder en mémoire comme des héros. L'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé au Niger, tel est le thème d'une table ronde organisée ce samedi à Niamey par la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Au Niger, comme partout ailleurs dans le monde, ces personnes peinent à trouver un emploi, des droits qu'ils tiennent aujourd'hui à revendiquer. Sarki Aboubakar Azagabashi avec notre bureau à Niamey. Au Niger, le dernier recensement fait état de 222 000 personnes handicapées. Principale cause du handicap, les accidents. Un véritable problème de société qui malheureusement n'est pas suffisamment pris en compte dans les programmes de développement. Vous avez tous ces bâtiments qui nous entourent sont des bâtiments inaccessibles aux personnes handicapées d'une manière générale. Ce n'est pas, je ne peux pas dire que c'est la faute de tout le monde, c'est la faute de quelqu'un, c'est quelque chose historique. Mais aujourd'hui, nous sommes en face des entreprises qui doivent prendre les soins à l'avenir, quand ils vont construire des bâtiments, qu'ils les rendent accessibles pour les citoyens nigériens. Ces préjugés continuent à persister et c'est le travail de tout le monde. Ce n'est pas un travail du gouvernement ici, c'est le travail de tout le monde qui doit agir pour que les préjugés changent, pour que les gens cessent à appeler les personnes handicapées par les handicapés là. Et ça arrive même dans les ministères. Souvent, je ne parle pas des ministres quelconques, mais des ministères qu'on dise que nous n'avons même pas fini avec les autres, vous venez vous demander aussi. Donc il faut que ça change pour qu'on ne puisse pas dire qu'on n'a pas fini avec les autres. On doit finir avec tout le monde. Voilà. Cette table ronde sur le thème « Emploi des personnes handicapées dans le secteur privé » tire la sonnette d'alarme en invitant les entreprises privées à recruter des personnes handicapées. Il y a des textes qui existent en matière de promotion des droits des personnes handicapées, notamment sur le plan de l'emploi. Il fallait appeler ces entreprises, ce secteur privé, pour le sensibiliser sur la problématique de l'emploi des personnes handicapées et leur expliquer qu'il existe un dispositif légal par rapport à ça que notre pays a adopté. Que cette rencontre est l'une des plus grandes réussites pour nous, personnes handicapées, du moment où nous avons pu mobiliser des personnalités responsables des institutions, des responsables des secteurs privés dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui sont plus que jamais déterminés à soutenir les personnes handicapées en matière d'emploi et de travail. Un plaidoyer de la Fédération nigérienne des personnes handicapées qui a été écouté. Et d'ores et déjà, 10 entreprises au Niger ont pris l'engagement de promouvoir l'emploi des personnes handicapées. On parlera également dans ce journal du renfort promis par le président américain Barack Obama pour lutter contre l'État islamique en Irak et des séances de démonstration du temple Shaolin à Bamako ce samedi. Mais avant, voyons ce qui fait les restes de l'actualité en bref et en images avec Albertine Dotse. En Gambie, 2 experts de l'ONU ont dénoncé ce vendredi des entraves à leur mission sur la situation des droits de l'homme. Ils affirment avoir été empêchés de visiter des centres de détention et certaines parties de la principale prison Mile 2, malgré la promesse des autorités. Au Nigeria, plusieurs personnes ont été tuées ce vendredi dans l'explosion d'une bombe alors qu'ils faisaient la queue pour retirer de l'argent d'un distributeur automatique de billets dans le nord du pays. Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque, mais les soupçons se dirigent sur le groupe islamique Boko Haram. En Afrique du Sud, les avocats d'Oscar Pistorius ont indiqué ce vendredi qu'ils s'opposaient à la demande d'appel du parquet, insatisfait de la condamnation du champion paralympique sud-africain pour le meurtre de sa petite amie en 2013. Et en France, la préfecture de Haute-Garonne a interdit ce vendredi une manifestation prévue à Toulouse après la mort du jeune écologiste Rémi Fraisse, tué le 26 octobre par l'explosion d'une grenade de la police. Une manifestation similaire prévue à Rennes ce samedi a également été interdite.
des troupes au sol, mais 1500 conseils militaires supplémentaires dans l'objectif de poursuivre la lutte contre l'État islamique. L'État islamique dont telle est la décision du président américain Barack Obama au lendemain de la défaite des démocrates aux élections de mi-mandat. Barack Obama s'est rendu à l'évidence. Pour gagner la guerre contre l'organisation de l'État islamique, les frappes aériennes ne suffisent pas. Il faut miser sur les combats au sol. Les bombardements ont permis d'arrêter, de freiner. Et maintenant, dans une guerre qui va être forcément longue, il faut que ce soit les troupes au sol qui aillent reconquérir le terrain. Le président américain a autorisé l'envoi de 1500 hommes sur le terrain, le double de l'effectif déjà présent. Ce déploiement, constitué uniquement de conseillers militaires, a pour mission de former l'armée irakienne. Parmi ces hommes, 870 participeront directement à la formation sur le terrain et 630 veilleront à la mise en place de centres opérationnels d'aide et conseil. Le Pentagone a également annoncé la création de bases d'entraînement dans le nord, l'ouest et le sud de l'Irak et la constitution de plusieurs brigades. Les conseillers américains vont reformer 9 brigades irakiennes, 3 brigades kurdes qui, dans un certain temps, là on parle de plusieurs mois, 6 mois, 9 mois, vont être capables de reprendre le combat pour aller repousser les troupes de l'État islamique. C'est la deuxième fois que Barack Obama envoie des hommes sur le terrain depuis le retrait américain en 2011. En août dernier, Washington avait donné son feu vert à un premier déploiement. Seule différence, cette fois, Barack Obama devra convaincre le Congrès, totalement contrôlé par ses adversaires républicains depuis les élections de mi-mandat. La page culture de ce journal, les moines du temple de Shaolin ont fait plusieurs démonstrations de leur science samedi au Palais des Sports de Bamako. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, et de son épouse. Les détails avec nos reporters Yacouba Dansoko, Cheikh Tidiane Koulibaly. Présent au Mali depuis le 25 octobre dernier dans le cadre de la culture de la paix et de la non-violence, les moines du temple de Shaolin ont gratifié le couple présidentiel d'un très beau spectacle ce samedi au Palais des Sports. Tout cela a été possible grâce à la Fondation chinoise pour la paix mondiale et surtout à l'UNESCO qui ne cesse de multiplier les actions dans le cadre de la paix. Le gouvernement de la République du Mali a apprécié à sa juste valeur cette initiative qui va sans nul doute unir Maliens et Chinois. Entouré du Premier ministre et de son épouse, le président de l'Assemblée nationale et accompagné par son épouse, le président malien très ému a apprécié les différentes exhibitions des moines du temple de Shaolin. Ils ont inventé l'arme à main nue, le karaté à main nue. Et aujourd'hui, cette mission de paix, car c'est de cela qu'il s'agit, c'est l'origine du Shaolin. La paix dans le respect réciproque. Je te respecte, tu me respectes. Si tu veux aller au-delà, j'aurai de quoi te répondre. Et nous l'avons vu magnifiquement aujourd'hui. En vrai pratiquant, le président Keïta pense que le temple de Shaolin a fait sa grande entrée en République du Mali. Et ce qui m'a davantage réjoui, c'est cette pépinière malienne, brillante, à souhait. Du plus jeune au un peu plus âgé, ils ont fait montre de dextérité, d'expertise, de savoir-faire. C'est sûrement le début d'une école shaolienne du Mali. Les pratiquants venus du temple de Shaolin appartiennent à l'école dont la science et l'expérience ont conquis le monde entier dans les années 80 et 90 avec notamment les films du célèbre Bruce Lee. Voilà, c'est sur cette belle page de sport que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite des programmes, tout à l'heure, votre bulletin en anglais News of the Week à 20h30, Tonnerre, et à 22h15, votre feuilleton Saloni. Passez d'excellents moments à notre compagnie. N'oubliez pas demain le débat du dimanche à partir de 19h. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine.
L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.